Esther vient de publier aux éditions du Seuil Repenser la pauvreté, qui est une traduction, adaptation remise au goût français peut-être du livre qu'elle a publié ce printemps, qui s'appelait Poor Economics, A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, avec Abhijit Banerjee. Et donc, Esther va présenter, résumer ce livre, je dirai quelques mots ensuite, on lancera un petit échange, et puis la salle pourra intervenir. On essaie de faire ça en 1 heure porte-à-porte, un petit peu plus. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici et d'avoir ce livre qui paraisse en France finalement. Au lieu de résumer le livre, je veux peut-être juste en présenter peut-être un peu son départ et quelques exemples. En quelque sorte, c'est un livre qui démarre dans des clichés, qui étaient les nôtres. J'ai lu vers 6 ou 8 ans dans une biographie, une bande dessinée Bayard Presse, je pense que c'était Astrapi, sur Mère Teresa, où j'ai pu lire qu'il y avait tellement de monde et tellement de pauvres à Calcutta que les gens avaient que 1 mètre carré d'espace par personne. Et à l'époque, comme mes notions de géométrie étaient fort limitées, je pensais qu'1 mètre carré, ça voulait dire un carré de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et donc je me demandais comment les gens pouvaient dormir sur 1 mètre carré et s'ils étaient obligés de se mettre en boule pour pouvoir dormir. Et ma jeune fille au père m'a expliqué que 1 mètre carré, ça pouvait aussi être 2 mètres sur 50 cm et que donc ils pouvaient être allongés les uns à côté des autres et donc être beaucoup plus confortables que s'ils devaient être roulés en boule dans leur... Et donc ça m'a rassurée. Et donc j'imaginais la ville de Calcutta avec des gens alignés les uns à côté des autres, un petit peu comme des sardines. Et cette grande misère dans laquelle ces gens qui avaient si peu d'espace, à laquelle ils devaient faire face. Et puis en grandissant un petit peu, les clichés ont évolué. Quand j'avais... je crois que We Are the World Cancer, je devais avoir 13 ans. Et à ce moment-là, j'avais plutôt une image de la pauvreté qui était une image de famine, que les enfants pauvres, dès qu'on les enlevait du sein, dépérissaient et se transformaient immédiatement en petites choses faibles avec un grand ventre rond à cause des différentes insuffisances auxquelles ils faisaient face. Et puis Abhijit, mon co-auteur, a ses propres préjugés, un petit peu différents puisqu'il vient de la classe moyenne supérieure, donc la classe moyenne intellectuelle à Calcutta, et donc il avait ses propres préjugés sur les pauvres de Calcutta, qui étaient différents mais qui étaient aussi caricaturaux. Et en grandissant un petit peu et en me confrontant à la perspective d'autres dans le monde, je me suis rendu compte, et nous sommes rendus compte l'un comme l'autre, que ces clichés sont finalement une partie complètement intégrante, essentielle du débat sur la pauvreté qui existe dans nos pays en tout cas, mais dans une assez large mesure également parmi les élites des pays pauvres. Et parmi les élites des pays pauvres, c'est-à-dire parmi les gens qui font la politique dans les pays pauvres. Et que l'existence de ces clichés, que chacun de ces clichés se succède ou parfois se juxtapose, même dans le temps, différentes personnes se font les champions de différents clichés. Et ces clichés sont importants non seulement parce qu'ils nous donnent une mauvaise perception de ce qu'est la pauvreté, mais parce qu'ils ont une influence sur la définition de la politique. Donc, tour à tour, les pauvres sont ceux qui ont faim, et donc dans ce cas-là, toute la politique contre la pauvreté, ça va être une
une politique qui a à voir avec la nourriture et transporter la nourriture et faire accéder aux gens à une nourriture bon marché, etc. Ou alors ce sera les pauvres seront des entrepreneurs et dans ce cas-là, toute la politique devrait être tournée vers leur donner l'accès et la possibilité de commencer une entreprise, etc. etc. Et que chacun de ces clichés pris indépendamment peut avoir une certaine vérité, mais qu'à partir de caricatures, on ne va jamais très loin en définissant une politique, et qu'on peut même faire de graves erreurs. D'où notre travail, qui essaye de les mettre de côté, et de dire, essayons plutôt d'étudier le problème de la pauvreté à partir du comportement des individus, du comportement des individus dans leur contexte. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on ignore la société, évidemment, mais du comportement des individus, des groupes, des sociétés, mais sans partir d'un grand modèle qui va nous permettre d'expliquer tout. Donc c'est le parti pris, disons, méthodologique de notre travail en général, c'est le parti pris méthodologique dans ce livre. Ça n'empêche pas qu'à la fin, on essaye de se poser la question de qu'est-ce que ça nous dit à la fin, quand on a tout mis à plat et qu'on reconstruit tout, qu'est-ce qu'on reconstruit, mais qu'il est essentiel de partir de l'observation des faits, et en particulier de l'observation de terrain, de l'observation de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, dans le détail, pour pouvoir répondre vraiment à cette question. D'une part, qu'est-ce que la pauvreté? Comment les plus pauvres d'entre nous, et quand on parle des plus pauvres, c'est les plus pauvres du monde dans ce livre, donc c'est les gens qui vivent avec moins de $1 par jour et par personne en pouvoir d'achat. Comment vivent-ils? Et donc, en conséquence immédiate, puisque tout notre travail est immédiatement articulé avec des questions de politique économique, quelle est la bonne réponse politique aux problèmes auxquels ils font face? Donc, ce que je vais faire maintenant pour essayer d'illustrer cet angle d'approche, c'est, au lieu de tirer des grandes leçons, de partir justement d'exemples concrets où peut-être un cliché a pu être... On peut voir comment un cliché limite notre pensée. Et il est peut-être bon de partir de celui sur la faim. Donc là, la FAO, qui est l'agence des Nations Unies qui a à voir avec les problèmes de nourriture, a sorti un chiffre il y a assez peu de temps en disant qu'il y a 1 milliard de gens qui ont faim dans le monde. Et ce 1 milliard de gens qui ont faim, je pense que ça a fait beaucoup plus d'impression dans l'esprit des gens que même les chiffres que la Banque mondiale ressort à peu près chaque année sur le nombre de gens qui vivent avec moins de $1 par jour. Parce que 1 million, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et pour qui il y a un lien très étroit entre la pauvreté et la faim. Et c'est le cas parmi les économistes. Un des modèles de persistance de la pauvreté les plus... que tout le monde étudie dans tous les cours d'économie du développement, c'est le modèle de trappe de pauvreté fondé sur la nourriture, parce qu'on ne mange pas assez, donc on n'est pas très productif, on n'est pas très fort, et comme on n'est pas très fort, on n'est pas très productif, on ne reçoit pas un gros salaire, et quand on ne reçoit pas un gros salaire, on n'a pas assez à manger. Et donc la pauvreté et la faim s'auto-entretiennent de cette manière-là. Donc c'est une idée qui est très présente parmi les économistes, dans la perception de la pauvreté, qui est très présente parmi le grand public, et qui est aussi très présente chez les gens qui font la politique. Par exemple, en Inde, une grosse partie il y a une discussion aujourd'hui sur le droit à la nourriture, donc où le droit à la nourriture serait inscrit dans les droits fondamentaux dans la Constitution. Et ce que ça signifie que le droit à la nourriture soit inscrit dans les droits fondamentaux de la Constitution, c'est une mise en œuvre pratique sous la forme de distribution de nourriture à prix réduit,
et oui, en particulier donc de distribution de riz à 2 roupies le kilo, etc. Et donc en Inde, il y a des quantités de céréales et de riz qui sont dans des entrepôts. Si on les mettait, si on prenait tous les sacs de riz qui existent et qu'on les empilait, on pourrait aller jusqu'à la Lune et revenir. Et ces sacs de riz, il y a un grand nombre qui sont une grosse fraction qu'on estime entre 20 et 30% qui est perdue au passage, soit qui est perdu, mangé par les rats, etc., soit qui est volé en fait. Et tout le monde sait ça, mais l'idée c'est que on accepte ces inefficacités parce qu'il est tellement important qu'il y ait de la nourriture disponible à bas prix. Et alors là, la question qui se pose, c'est est-ce que ça correspond de fait à une situation où les gens ont faim. Alors, je ne veux pas nier l'existence de la faim, l'existence de famine, etc. Ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique aujourd'hui, c'est une famine. Mais c'est une famine qui est très, très intimement liée à une grosse crise politique. Est-ce que dans les situations plus normales, les gens se comportent comme s'ils avaient faim? Ce qui est une question différente de est-ce que les gens mangent assez? Parce que les gens pourraient ne pas manger assez du point de vue de leur santé physique sur le long terme, sans penser eux-mêmes que c'est une priorité pour eux de manger plus. De la même façon qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en France mangent trop. C'est pas parce que ça correspond à un choix qu'ils font. Donc on peut dire que les gens mangent trop, mais en même temps, la solution, c'est pas de leur enlever la nourriture, nécessairement leur enlever la nourriture de la bouche. De la même façon, les gens ne mangent pas assez, la solution, c'est pas forcément de les gaver ou d'essayer de les gaver. Et la réponse à ça, est-ce que les gens ont l'impression d'avoir faim et se comportent comme s'ils avaient faim? Assez curieusement, c'est plutôt non. Par exemple, on le voit sous tout un tas d'angles. Par exemple, si on continue sur l'exemple de l'Inde s'est très fortement enrichie depuis les années 80. Le nombre de gens qui vivent avec un tout petit budget, donc qui seraient les affamés dans notre vie, dans cette vision, a diminué fortement. Mais le nombre de gens qui mangent moins de 2400 calories par jour, donc qui sont sous-nourris, augmente, ne baisse pas. Or, donc au même moment, les gens s'enrichissent et ils mangent moins. Donc au même moment, leurs contraintes se libèrent et ils mangent moins. Donc il faut se poser la question, pourquoi? Et la réponse à cette question dépend quelle est la solution au problème réel de sous-nutrition, en particulier de sous-nutrition chez les enfants, qu'on observe en Inde. Un autre exemple qui mimique assez bien les politiques d'essayer de faire que de mettre à disposition des gens de la nourriture à bas prix. C'est une expérience qui a été faite par deux économistes, Rob Jensen et Nolan Miller en Chine, où ils distribuent des coupons pour réduire le prix du riz. Donc certains reçoivent des coupons où le riz a une réduction de 10%, de 20%, de 30%, de 40%. Et on peut comparer ainsi des gens qui ont la consommation de riz et de calories en général, de gens qui ont fait face à des prix différents pour le riz. Et ce qu'ils trouvent de manière tout à fait étonnante, c'est que moins le riz est cher, moins les gens mangent de riz. Donc le riz est pour les économistes de la salle un bien Giffen, qui avait été introduit par Adam Smith, mais dont je pense la plupart de la profession pensait jusqu'à récemment que c'était une légende urbaine et que ça n'existait pas réellement. En particulier l'exemple classique de la patate en Irlande pendant la crise de la patate, il y a eu une démonstration d'historiens économiques qu'on n'était pas du tout sûr que ça corresponde à une situation Giffen, en fait. Alors que là, on a vraiment un cas très clair où le prix d'un bien baisse et les gens consomment moins de ce bien. Ce qui est d'une part une curiosité intéressante du point de vue des économistes, des microéconomistes, et d'autre part nous dit vraiment quelque chose d'important sur la conséquence de politiques qui visent simplement à rendre le prix des biens alimentaires plus faible. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un bénéfice de rendre le prix alimentaire, il y a un bénéfice très très direct, c'est-à-dire c'est une augmentation du pouvoir d'achat pour les pauvres, ce qui est une bonne chose.
Mais ça peut être fait différemment, ça peut être fait avec des transferts de revenus directement, ça peut être fait... Donc on n'est pas obligé de rendre les céréales moins chères pour que les gens aient des revenus. On pourrait conclure que c'est la bonne solution, mais ce n'est certainement pas la solution unique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une solution, comme le montre cet exemple, comme le montre l'exemple de l'Inde, qui permet d'augmenter le niveau de nutrition. Donc à partir de là, on peut essayer de comprendre ce qui se passe, c'est ce qu'on essaye de faire dans le livre, pourquoi les pauvres ne se comportent pas comme si manger était leur priorité initiale. Et de là, on peut déterminer, et de ce fait, qu'est-ce qui est la politique. Si on s'intéresse au problème de la nutrition, d'où viennent les problèmes de malnutrition? Ils viennent plus, dans notre sens, d'une mécompréhension des mécanismes de nutrition, d'une difficulté à se projeter dans l'avenir, de ses enfants, etc. Et donc la réponse de politique, elle va être moins de rendre du riz disponible à bas prix que de faire en sorte que les nutriments dont tout le monde a besoin soient disponibles pour les gens de manière facile, rapide, que ce soit dans les repas scolaires, que ce soit dans le sel, que ce soit dans les nourritures que les gens consomment eux-mêmes. Donc j'ai pris un certain temps pour développer cet exemple, parce que ça me paraît plus peut-être une entrée en matière pour le livre plus riche que de débobiner les leçons. Mais après, ce que fait le livre, c'est de prendre grand thème par grand thème. Donc on parle d'éducation, on parle de santé, on parle d'éducation. Ça, c'est dans la sphère, disons, vie privée. Puis après, on a une sphère plutôt vie publique et institution, où on parle de marché, de crédit, d'assurance, de politique. Et à chaque fois avec un petit peu le même principe, c'est-à-dire d'essayer de, disons, déconstruire un problème et de repartir à partir de la base. Quel est le problème fondamental que cette institution ou ce comportement, à laquelle cette institution ou ce comportement est confronté, et donc les solutions possibles. Donc pour parler moins d'une demi-heure pour qu'on puisse avoir une conversation, peut-être je vais prendre juste un autre exemple, qui est celui disons du business social, de la possibilité pour les entreprises de tout faire à la place de l'État. Ce qui est un des clichés qui est important aujourd'hui dans le monde du développement. Il y a il y a une tendance qui a démarré avec les promoteurs du microcrédit, mais qui est plus large, de dire le gros problème de la pauvreté, c'est que finalement il manque des marchés, parce qu'on n'a pas encore bien pensé à comment pénétrer un marché particulier, que si les gens ne mettent pas de chlore dans leur eau, c'est parce qu'il n'y en a pas à leur disposition dans les villages, et que donc il y a la possibilité de régler les problèmes fondamentaux auxquels les pauvres font face, tout en gagnant de l'argent, en pénétrant ces marchés. Donc par exemple en vendant du chlore dans les petites échoppes de village. Ou pour l'exemple du microcrédit, on peut gagner de l'argent en prêtant aux pauvres, si on a compris comment le faire pratiquement. Ça demande de l'ingénuité, ça demande de réfléchir pourquoi les banques traditionnelles n'ont pas réussi à mettre en place du crédit pour les pauvres, ou pourquoi ça demande pour le cas du chlore ou du savon, ou d'avoir un réseau de distribution, de comprendre comment mettre ça en place, mais c'est faisable, et donc c'est les entreprises qui peuvent résoudre tous les problèmes. Ça, c'est la solution, la vision la plus extrême qui existe très largement dans cette vision-là, ou un grand nombre de problèmes. Alors, je vais commencer par dire qu'il y a du vrai dans cette vision, dans le sens où il manque, effectivement, il y a des moments où, de fait, il manque des marchés et où l'organisation d'un nouveau marché est possible. Donc le microcrédit est un exemple où, finalement, c'était très très difficile pour les pauvres d'emprunter à des taux raisonnables, et que
cela vient de difficultés fondamentales qu'il y a de prêter à quelqu'un qui n'a pas d'hypothèque, de garantie à donner, mais que l'innovation qui a constitué à mettre les gens en groupe, à faire jouer la pression sociale, etc., a permis, dans une grande mesure, de régler, jusqu'à ce qu'il y ait aujourd'hui à peu près 200 millions de clients du microcrédit dans le monde. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est aussi les limites potentielles de ce type d'approche. Je vais donner un exemple qui est celui de l'assurance. Les pauvres font face à une vie extraordinairement risquée. Beaucoup plus risquée que celle des plus riches dans les mêmes pays ou celle même des pauvres dans les pays riches, que ce soit en comparant les pays ou en comparant les gens à l'intérieur d'un pays. Ce qu'on constate, c'est l'énorme emprise du risque dans la vie des gens, soit parce que vous avez une petite ferme qui est soumise aux aléas du climat, soit parce que vous n'avez pas d'assurance santé, il y a des risques d'accident de la route à tout moment pour un piéton, etc. Et ce risque a des conséquences très importantes sur la vie des gens, à la fois après le choc, puisque ça peut enfoncer les gens dans des cycles d'endettement, les relancer dans des trappes de pauvreté dont ils venaient juste de sortir, et même à l'avance, parce que la peur du choc vous fait prendre toute une série de mesures, disons, conservatoires, pour essayer d'éviter qu'il y ait un choc. Donc au lieu d'avoir un petit business sur lequel vous pourrez être complètement investi, vous en avez 7 dans la famille, de manière à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui continue. En fait, aucun de ces business, du coup, ne peut se développer. C'est beaucoup plus difficile d'acquérir des compétences, etc., etc. Donc si pour la migration, au lieu d'envoyer quelqu'un vraiment s'installer à la ville et acquérir des compétences qui vont avec un emploi pérenne, les gens y vont pour 3 mois puis reviennent, etc., parce qu'ils veulent garder le contact avec le réseau d'assurance local. Donc tout ce risque, finalement, est coûteux à la fois ex post, mais aussi ex ante. La peur du risque vous fait vous recroqueviller, en fait. Donc pour toutes ces raisons, on pourrait penser qu'il est absolument évident qu'il y a une extrêmement forte demande d'assurance parmi les pauvres, et que donc, là où il y a une demande, il devrait y avoir une offre de quelqu'un, d'entreprise privée qui pourrait gagner de l'argent en offrant des produits d'assurance à une très grande masse de gens, peut-être avec un tout petit profit par police d'assurance, mais si on multiplie ça par une très grande masse de gens, ça finit par faire un bon PQ. Donc, il y avait eu un article dans Forbes Magazine au milieu des années 2000 présentant la micro-assurance comme la prochaine grande opportunité de gagner de l'argent. Donc ça, c'est des solutions qui ont toujours un attrait très fort auprès de tout le monde, du public, des politiques et des entreprises, parce qu'il y a une perspective gagnant-gagnant qui est très séduisante. Je gagne de l'argent et en même temps je me fais du bien et ma conscience s'en sort avec plaisir, c'est quand même formidable. Et en même temps, quand on regarde, il n'y a pas énormément de polices d'assurance qui sont vendues aux pauvres, que ce soit d'assurance santé ou que ce soit d'assurance contre le mauvais temps. Les seules assurances vraiment efficaces, les seules politiques d'assurance qui ont réussi à couvrir un grand nombre de gens sont des assurances où il y a une forte présence de l'État, même s'il peut y avoir un partenariat public-privé, il y a une forte présence de l'État et une subvention qui va avec. Alors pourquoi ? Un petit exemple simple. Alors est-ce que c'est que les compagnies d'assurance n'en sont pas rendues compte ? Je ne pense pas, je pense que ça va plus loin. Un petit exemple simple, à nouveau une petite expérience. Je proposais aux gens une assurance, c'est une expérience qui a été faite par Dean Carlin et Chris Udry au Ghana. Proposer aux gens une assurance contre les risques de sécheresse. Alors c'est une assurance très simple. S'il pleut moins qu'un certain niveau
dans la station, et qui est mesuré dans la station météo, vous avez une police d'assurance, ça vous paye quelque chose. Alors l'avantage de ce produit, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des vérifications dans votre champ, donc les possibilités les coûts administratifs sont beaucoup plus faibles, les possibilités de fraude sont beaucoup plus faibles, il n'y a pas d'aléa moral, il n'y a pas d'antisélection, tout est bien. L'inconvénient, c'est que quand on offre ces produits aux fermiers, alors s'ils coûtent 0, tout le monde en veut, donc c'est quand même encourageant, c'est pas quelque chose que les gens considèrent potentiellement nocif, mais dès qu'on commence à faire payer, la demande s'effondre, et en particulier au niveau nécessaire pour équilibrer les comptes de l'assurance, la demande est à peu près 20%, et à 20% de demande, ça ne vaut même pas le coup pour l'assurance de mettre en place l'ensemble du système. Donc c'est un marché qui en fait ne peut pas exister. Il n'y a pas de demande et d'offre, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de demande et d'offre qui se rencontrent. Et donc on voit que c'est peut-être pas finalement si simple que ça de démarrer une assurance pour pluviométrie. Nous on propose une explication qui est que il n'y a pas énormément de centres de stations météo. Donc il se peut tout à fait qu'il fasse très 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 cher chez vous, mais que la station météo soit juste au-dessus du seuil, auquel cas vous n'êtes pas payé. La police d'assurance ne vous paye pas. Donc en fait, la police d'assurance, c'est une espèce de ticket de loterie qui vous paye, qui a plus de chances de vous payer quand il fait sec chez vous que quand il fait pas sec chez vous. Et donc du coup, quand les gens, on leur offre le produit, ils disent vous me présentez un produit, j'ai déjà une vie extrêmement risquée, et vous me proposez d'acheter un nouveau ticket de loterie. Ça n'a aucun sens. Alors effectivement, on peut leur expliquer qu'en fait, oui, mais c'est une loterie qui vous paye justement avec plus de chances quand les autres choses vont mal, donc c'est une loterie qu'il faudrait que vous achetiez. Mais c'est quand même très difficile d'expliquer ça de manière crédible. Et donc on a à la fois une question d'information, une question de compréhension, une question de confiance, parce que les gens n'ont pas forcément extrêmement confiance, et peut-être avec raison, dans ce que leur raconte le représentant d'une entreprise d'assurance qui vient les voir dans leur village. Il y a eu d'autres exemples où ils peuvent se dire qu'il ne faut pas forcément faire confiance à tout le monde. Et cette question de confiance, on la retrouve aussi un petit peu en filigrane sur beaucoup de problèmes. Donc je vais peut-être en rester là pour qu'on puisse prendre la discussion. Je voulais juste vous donner ces deux exemples pour dire comment une grande idée peut laisser de côté finalement le problème réel, et du coup la réponse politique. Dans le cas de l'assurance, quelle est la réponse politique? Pas qu'il faut abandonner l'idée d'une assurance, et que ça va être notre opinion. Alors là, c'est peut-être plus une opinion que fondée aujourd'hui sur des résultats, parce qu'il n'y a pas eu encore beaucoup d'expériences de ce type, c'est de dire il n'y a pas vraiment de raison. L'assurance est importante, pour toutes les raisons qu'on a discutées, mais ça demande une implication continue des pouvoirs publics, y compris en fait une subvention sur l'assurance, au moins tant que les gens comprennent exactement comment ça marche, et après peut-être un marché pourra se développer de manière autonome et profitable.